Il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gay. La campagne vaccinale va franchir demain une nouvelle étape en France avec l'éligibilité des adolescents de 12 à 17 ans. Un été plus serein, sans doute à ce prix-là. Car même s'il circule moins, le virus est toujours présent. La preuve par les 2 foyers de contamination au variant indien dans les Landes et à Strasbourg. Et c'est pourquoi, malgré la vaccination, il faut rester prudent. Alors, respecter le couvre-feu ou le supprimer, c'est tout le débat depuis ce week-end avec notamment les fêtes sauvages à Paris et à Nice. Certains, comme Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, appelle à sa suppression. Rejoint par Philippe Frogel, le généticien et endocrinologue au CHRU de Lille, pour qui il est inefficace. Aurélien Rousseau, de l'Agence régionale de santé Île-de-France, lui, n'est pas de cet avis. On l'écoute. Chacun est dans ses responsabilités. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a des chiffres qui sont bien orientés. Mais ce que je sais, c'est que les 15 jours qui viennent sont décisifs. On va faire un peu moins d'1 million de vaccinations par semaine dans les 2 semaines qui viennent. Si on réussit ça, on franchira une étape totalement décisive. On n'est pas encore dans l'insouciance. Alors évidemment, on vit tous dans nos vies personnelles cette envie un peu de retrouver cette liberté totale. Mais si on fait ça trop vite, on risque de vivre ce qu'on a déjà vécu. C'est-à-dire l'épidémie qui nous rattrape. Elle nous a plusieurs fois déjà pris à contre-pied. Et donc, restons prudents. C'est la condition d'un été un tout petit peu plus serein que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et quant au retrait du masque en extérieur, le ministère de la Santé assure aujourd'hui qu'aucune décision n'a été prise en ce sens. L'américain Novavax annonce aujourd'hui que son vaccin anti-Covid est efficace à plus de 90%, y compris pour les variants. Ce sont les résultats de l'étude menée auprès de 30 000 personnes aux États-Unis et au Mexique qui l'attestent. Novavax va demander une autorisation de mise sur le marché d'ici la fin du 3e trimestre de cette année. Et si on soignait le coronavirus aussi avec un suppositoire, après avoir obtenu le feu vert de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'Institut Pasteur de Lille lance la phase test sur des patients. Un essai clinique qui va être mené dans un premier temps sur quelques centaines de personnes âgées de plus de 50 ans, non vaccinées et qui présentent au moins un symptôme du coronavirus. À Bruxelles, les alliés de l'OTAN avaient rendez-vous aujourd'hui. On sait déjà la teneur du communiqué final, ou en tout cas son premier résumé, se méfier de la Chine. Ses ambitions et son comportement présentent des défis systémiques pour l'ordre international. C'est ce que dit une ébauche du communiqué final. Pas un mot pour l'instant sur la Russie, mais Vladimir Poutine, lui, a pris les devants et sur le sommet de l'OTAN et sur sa rencontre avec Joe Biden mercredi à Genève. Le président russe a accordé une interview à la chaîne de télé américaine NBC. Non, Moscou ne mène pas, par exemple, une guerre informatique contre les États-Unis. Vladimir Poutine sur la chaîne NBC. Where is the evidence? Where is proof? Il n'y a aucune preuve. Où sont les preuves? C'est grotesque. Nous avons l'habitude de ce genre d'accusation. On nous a accusés d'ingérence dans les élections, de cyberattaques et de plein d'autres choses. Et pas une seule fois, ils n'ont pris la peine de présenter des preuves. Juste des accusations totalement infondées. Just unfounded accusations. Et à l'instant, le sommet de l'OTAN donne son communiqué final. Pas de retour à la normale tant que Moscou viole le droit international. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 18h. Le premier procès d'Aung San Suu Kyi s'est ouvert aujourd'hui en Birmanie. L'ancienne dirigeante birmane renversée par un coup d'État militaire en février dernier est poursuivie pour corruption. Dans ce premier procès, elle est jugée notamment pour une importation illégale de talkie-walkie. Un autre procès doit débuter demain pour sédition. Les suites de l'attaque à la voiture bélier au Canada contre une famille musulmane. Le suspect a été inculpé aujourd'hui de terrorisme. En France, le procureur de Paris a classé sans suite l'enquête sur Olivier Duhamel, accusé d'avoir agressé sexuellement son beau-fils Victor Kouchner lorsqu'il était mineur dans les années 80. Les faits sont prescrits, dit Rémi Hetz. L'affaire avait été révélée par Camille Kouchner, la sœur jumelle de Victor Kouchner, dans le livre La Familia Grande. À Marseille, l'IHU de Didier Raoult a été perquisitionné aujourd'hui, ainsi que les bureaux de l'Institut de recherche et de développement, l'IRD. Ces perquisitions n'ont rien à voir avec la crise sanitaire actuelle. En fait, Émilie Briffaut, elle concerne une affaire plus ancienne, antérieure à l'épidémie, sur fond de corruption et de conflit d'intérêts. Selon le parquet, cette enquête résulte d'un signalement émis il y a 2 ans déjà par l'Agence française anticorruption. Dans le viseur, des liens financiers présumés douteux entre l'IRD, un établissement public à caractère
scientifique basé à Marseille, et l'IHU du professeur Raoult. Des questions également sur l'usage de fonds publics pour des dépenses sans lien avec les missions de l'IRD. En 2018 déjà, le site d'information Mars Actu révélait des soupçons autour d'un présumé conflit d'intérêts entre l'ancien PDG de l'IRD et son épouse, présidente de l'IHU, à propos d'une convention de 300 000 € entre les deux institutions scientifiques. Pour l'avocat de Didier Raoult, maître Brice Grazzini, son client qui est directeur et non pas président de l'IHU n'est pas directement mis en cause dans cette affaire. Brice Grazzini qui s'interroge aussi sur la méthode et sur le timing. Pourquoi cette perquisition spectaculaire alors que des documents auraient pu être transmis beaucoup plus simplement? Et surtout, pourquoi cette affaire ancienne sort-elle maintenant? Émilie Briffaut, de nouvelles fouilles ont été menées aujourd'hui dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, victime présumée en 2003 de Michel Fourniret. Les fouilles ont été menées en présence de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret. Enfin, l'Euro de foot, 4e journée de la phase de groupe, avec le résultat du match Écosse-République tchèque à l'instant. Les Tchèques l'emportent 2-0. Suivra dans 1 heure Pologne-Slovaquie et ensuite suivra à 21h Espagne-Suède. Vous écoutez France Inter, il est presque 17h06. Livre Inter 2021. Un jour ce sera vide d'Hugo Lindenberg. Un petit garçon, orphelin, solitaire, sur la plage. Voilà qu'un autre enfant vient partager ses jeux. Et c'est comme une renaissance. Hugo Lindenberg. C'est plus qu'une rencontre parce que c'est la première rencontre. C'est la première fois qu'à travers les yeux d'un autre, un regard extérieur, un regard gentil, bienveillant, il va s'ouvrir au monde. Les jurés du Livre Inter ont aimé la subtilité avec laquelle l'auteur dépeint les sensations d'un enfant de 10 ans avec des mots d'écrivain. Un jour ce sera vide d'Hugo Lindenberg, Livre Inter 2021. Marion prend soin des œuvres dans un musée. Pour son habitation, elle peut compter sur la garantie rééquipement à neuf de GMF qui répare ou remplace ses biens en cas de sinistre. GMF, premier assureur des agents du service public. Conditions de l'option et du contrat d'Homopass en agence GMF. France Inter aime. Dans une scénographie intimiste, l'historien Patrick Boucheron et le metteur en scène Mohamed El Khatib auscultent la boule à neige sous toutes ses facettes. Ils révèlent avec humour tout ce que les boules à neige renferment. Croyances, secrets et fantasmes cachés sous les flocons. Kitsch ou poétique? La boule à neige est avant tout un théâtre en miniature qui regorge d'histoire. Boule à neige du 15 au 26 juin à la Villette avec le Festival d'automne à Paris et le Théâtre de la Ville. Un événement France Inter. On dirait que sur France Inter, c'est par Jupiter et que c'est super sympa avec des gens hyper rigolos. On dirait ça pour inventer que? Ouais, pour inventer que, pour jouer. D'accord. Nous, on est prêts à jouer tous les jours, Laetitia Gaillet. Ça, j'ai bien vu. Si vous êtes joueuse... Je vous suis. Ok, très bien. À demain, Laetitia. À merci. demain. 9h dans le bureau de Par Jupiter. Salut Charlie. Les amis, cette semaine est à marquer d'une pierre blanche. Déjà? Mais on est que lundi matin. On est tôt en plus le lundi matin là. C'est quoi pour toi tôt? Bah tôt, c'est quand j'ai même pas encore eu le temps de faire de blagues. Ok, très drôle. Allez, considère que c'est fait. Je peux continuer? Moi, c'est quand j'ai pas encore bu mon premier café par exemple. Tu peux faire deux choses à la fois, t'es une meuf. Alors regarde ce livre. Le rire des femmes, une histoire de pouvoir. Oui, grâce à ce livre, il y aura un avant et un après cette émission. Oh là, attendez, j'ai eu le temps d'allumer mon ordi avant la Révolution? Mais elle a déjà eu lieu, la Révolution. Tout est écrit ici. Écoutez, le rire était une prérogative des hommes. La conquête du rire est prise de pouvoir. Et donc à la table. Oh là, oh, attention à ton café. Ah bah oui, il y a toujours de la casse pendant une révolution. Vous vous rendez compte de ce que raconte ce livre? Que l'égalité homme-femme se conquiert aussi par le rire. Oh là là, mais c'est ma Bible. Mais tout à fait, Juliette. Alors à partir de ce jour, nous partons en croisade. Montjoie, Saint-Denis, Florence Foresti. Attendez, mais je fais quoi moi là-haut? Préparez nos chevaux, je ne pas le freiner de la blague. Juliette et moi, nous partons combattre le rire patriarcal. Oh, stop là, stop. Quoi? Descendez de vos grands chevaux là, la bataille vous l'avez déjà gagnée, c'est vous qui tenez les rênes de l'émission. Ah oui, ouais. c'est vrai oui. ça. Mais alors Bon. qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux? Non mais attendez, on part de loin, hein. Vous saviez qu'au XVIIe siècle, les femmes étaient sommées de rire discrètement. Ah bah Juliette elle sera en prison hein. Mais comment on fait pour rire discrètement? Ah bah elles cachaient leurs dents derrière une écharpe ou un éventail. Ah non, arrête, ça me fait l'effet d'un corset, ça me fait mal. Non, mais aujourd'hui ça va, c'est même vous qui riez le plus fort. Et oui, eh bien, on nous le reproche encore, figure-toi. Voilà. C'est pourquoi j'ai invité l'auteur de ce livre, une historienne. Oui, je comprends, c'est important. C'est important de se souvenir, de voir se cacher pour rire. Plus jamais ça. Oui. Rions sans entrave. Oh là. Merde. Oh là. Ah non. Ah bah Ah non, ouais, mais non, voilà. mais oui, c'était le risque, hein, ça je le savais, ça je le savais.
et bienvenue chez les bambochards du service public. dont voici la devise. Comme on dit à Roland-Garros, il n'y a pas le couvre-feu au lac. Voici le sommaire. Le combat féministe use-t-il suffisamment de l'humour comme arme ? C'est essentiellement sur scène que le féminisme épouse la rigolade. Les spectacles engagés ont remplacé les considérations sur le couple, le célibat ou la maternité. Et la réception des blagues par le public n'est plus la même non plus. Hier, je suis allé en boîte, ils m'avaient fait un lâcher de salope, c'était de l'élevage. L'écriture inclusive gagne du terrain. Elle commence à être utilisée ça et là dans des actes administratifs. Ce qui relance la querelle des pour et des contre, toujours plus contre. On va pas passer notre temps à discuter grammaire. Allez, en route. Son nom, c'est le protoxyde d'azote. Proto pour les jeunes, gaz hilarant pour les autres. Quand c'est de la drogue festive, bouh, c'est mal. Quand c'est un anesthésiant, c'est pas mal. À présent, certains scientifiques le recommandent pour traiter la dépression. Bon, après, ça fait pas le même effet à tout le monde. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Arrêtez vos imitations, Guillaume. Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud. Et à nos côtés, Charline, une équipe de bêtes de rire, avec d'abord notre oiseau moqueur. Vous savez, ces oiseaux qui ne font que chanter pour nous de tout leur cœur. Voilà pourquoi c'est un péché de tuer un oiseau moqueur. Alors ici, non seulement on ne le chasse pas, mais on se plaît à l'écouter chanter. Walidia. Salut à tous. Walid, de quoi est-ce que vous allez nous causer ? On va faire un petit tuto gifle. Épatant. Est-ce que vous savez pourquoi la hyène rit ? Elle rit pour dire aux hôtes de sa bande qu'elle a trouvé de la nourriture. C'est ainsi que notre hyène nous prévient en riant qu'il a trouvé sur quelques territoires urbains des clients au poil. Blague de champ lexical, oui. Guillaume Meurice. Bonjour à toutes et à tous. Le premier tour des régionales ont lieu dimanche. Et je suis allé faire un tour en PACA, région PACA, figurez-vous, où je dirais qu'il y a quand même une bonne ambiance. Dans 15 jours, vous aurez le premier président de région, Front National. Ah, je vous ai spoilé, je crois. Il paraît qu'on peut mesurer le bonheur des dauphins à la spontanéité de leur saut. Elle, c'est à la virtuosité acrobatique de ses connexions mentales qu'on sait si oui ou non ça va. Et je sens que ça va. Constance, bonjour. Bonjour les amis. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Constance ? Je vais faire une chronique humoristique caractère rigolote. Ça tombe très très bien, car voici celle qui va se bidonner avec nous. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Une rieuse. Ah, voilà. France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupidémie. Une rieuse, mais pas du tout anonyme. Bienvenue Sabine Melchior-Bonnet. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invitée. Rapprochez-vous un peu de votre micro, Sabine, n'hésitez pas. Vous êtes historienne, spécialiste en histoire des sensibilités. Vous avez travaillé en tant qu'ingénieur d'études au Collège de France. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur des professeurs formidables et qui m'ont laissé le temps de travailler pour moi. Je vous le souhaite à tous. Et aujourd'hui, vous publiez, parce que vous travaillez toujours sur des sujets très originaux. Vous publiez Le rire des femmes, avec sous-titre « Une histoire de pouvoir ». C'est paru au PUF, Presse universitaire de France. Le rire est donc quelque chose de sérieux, sachez-le. Alors, Sabine Melchior-Bonnet, vous expliquez dans cet ouvrage que le rire était une prérogative masculine. Oui. Moi, j'ai appris qu'au XVIIe siècle, il était même mal vu pour une femme de rire, de montrer ses dents. Elle riait discrètement derrière un éventail ou une écharpe. Pourquoi est-ce que c'est si mal vu ? Ou un masque. Ou un masque maintenant. Pourquoi est-ce que c'est si mal vu pour une femme de rire ? Est-ce que ça remonte à très 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 loin et que ça a été beaucoup entretenu ? Oui, ça remonte à très loin sur évidemment des préjugés. Ça remonte à Ovide, enfin sans doute avant Ovide, mais il explique que les femmes, quand elles rient, elles deviennent laides, elles ont les joues qui gonflent, les yeux qui plissent. Leur rire est souvent peut ressembler au braiement d'une ânesse. Je ne sais pas comment rient les hyènes, mais c'est aussi un peu côté carnassier, un rire où on voit les dents, une langue qui ne devrait pas se montrer, et donc c'est indécent. Ah oui, la description de Ovide est assez salée, hein. Vous la reproduisez effectivement. Oui, je l'ai traduite un peu à ma façon aussi. Certaines ont un rire rauque et désagréable comme le braiement d'une vieille ânesse qui tourne la meule rugueuse. Ovide, l'art d'aimer.
C'est dans l'art d'aimer. Et le problème, c'est qu'il est repris, Ovide, tout le temps dans les manuels de savoir-vivre. Donc, tout le temps, et on explique alors aux femmes qui font vraiment le métier de faire rire, par exemple aux prostituées au XVIe siècle, on leur dit bien, surtout vous ne riez pas comme ça parce que vous serez tout de suite repérés comme ce que vous ne voulez pas qu'on sache. Ouais. Le rire est aussi associé à des choses, quoi, plutôt... À l'amour. Ouais. Au désir. Au désir. Plus grave encore que l'amour. En fait, ce sont les dents. Ce que je ne savais pas du tout en commençant, c'est que les 4 dents de devant sont un symbole sexuel. Et personne ne m'a su me donner une vraie raison à ça. Enfin, j'en ai trouvé plusieurs dans des proverbes français du XVIe siècle, mais j'ai pas trouvé de bonne réponse. Est-ce que c'est parce que les femmes peuvent mordre ou donc voilà. Il faut pas montrer ses dents. Voilà. Et donc on comprend que l'homme a le pouvoir parce qu'il a le pouvoir de faire rire, il a la prérogative de faire rire. Et puis vous expliquez aussi, parce que il y a un ouvrage c'est chronologique. Hein, oui. Vous expliquez à un moment que les complicités entre femmes traversent les milieux sociaux. Je crois. Et c'est vrai toujours que le rire est un lubrifiant social. Et puis quand le modèle aristocratique s'étend. Oui. Que se passe-t-il ? C'est-à-dire que je pense que jusqu'au XVe siècle, il y a pas de vie de cour. En fait, il y a des cours, mais les classes sont tout de même très catégorisées. Alors que à partir du XVIe, il y a vraiment des manuels de civilité dans lesquels on apprend aux femmes à se tenir. Je pense que les hommes ont peur du rire féminin parce que ils partent de l'idée que les femmes ont un désir sexuel beaucoup plus important que les hommes. Donc ça leur fait peur. Donc ce rire, qui a toujours un petit relent amoureux, ils cherchent à l'éteigner. Et pour les civilités, c'est vraiment... Pour les petites jeunes filles, on accepte qu'elles rient un peu spontanément, mais dès qu'on devient une honnête femme... Ouais. D'ailleurs, je pense à la chanson de Jean Ferrat. Être une honnête femme, vous avez connu ça, non ? Où on raconte qu'être une femme honnête, c'est vraiment ne jamais montrer qu'on a du plaisir, qu'on rit et que... voilà, c'est une chanson des années 50. Eh ben oui. Juliette Arnaud. Oui, au fil du livre, on comprend donc que ça fait des siècles et des siècles que les femmes sont empêchées d'être drôles et sont empêchées de rire, et que pourtant, malgré tout, elles rient. Sauf que vous énoncez les endroits où elles ont continué à rire. Malgré tout. Lorsqu'elles se retrouvent entre elles, au lavoir, au marché, à l'atelier, au réfectoire et jusque dans la cour de prison, partout où leur bavardage échappe aux oreilles masculines. Bref, pour arriver à être libre, il s'agissait de faire des réunions en non-mixité. Ah oui, non, mais les veillées, il y avait de temps en temps des veillées mixtes et de temps en temps des veillées simplement de femmes. Oui, ça c'était tout à fait balisé. Enfin, et les femmes, encore une fois, même dans les jours de carnaval, où en principe on pense eh bien pas du tout. Leur rôle est interprété par des hommes, donc elles sont vraiment sous contrôle. Justement, on allait y venir. On y vient. Il y a un dossier. Parce que donc vous reprenez l'idée que les Avec hommes... Wally, on n'intervient pas du tout. Je passe on va sortir. Ouais. Continue bien la faire. Il a fallu qu'ils interviennent, vous avez entendu. Il a fallu qu'ils mettent leur grain de sel. Juliette, allez-y. Vous reprenez plus dans le micro, Juliette. Charline, est-ce que je peux taper Wally ? Frappez-le. On va donner des mauvais points. Que les hommes, par exemple, dans les comédies de Shakespeare, de toute façon, les rôles féminins sont joués par des hommes. Et c'était valable aussi dans les premières pièces de Molière où les rôles des femmes étaient tenus par les hommes. Mais on est en 2021 et les hommes continuent, pour faire rire le public, de se déguiser en femmes. Et ça marche très très bien. Et pas à Catherine et Liliane. Et pas dans l'autre sens. Et c'est jamais dans l'autre sens. Comment vous expliquez ce truc de non seulement jouer nous, ça fait rire, nous, en fait, d'une certaine manière, c'est de l'appropriation culturelle. Vous me laissez bouche bée. Ça ne se voit pas derrière le masque. Mais c'est quand même étrange que ça perdure. Que ça perdure, oui. Ben, ça prouve que ça remonte à il y a tellement longtemps. Vous savez, c'est lent de se débarrasser d'un certain nombre d'habitudes. Mais alors, est-ce que encore une fois, pour les femmes, je vais vous donner un exemple. On a toujours traité les femmes qui riaient d'hystériques. Et ça continue, vous inquiétez pas. Calmez-vous, Juliette. Charcot a montré que les hommes étaient aussi hystériques. Et ça n'a rien changé. Alors, il est vrai qu'il avait fait des études, il avait comparé un certain nombre de femmes et d'hommes, et il y a plus de femmes qui rient hystériques et des hommes qui pleurent hystériques.
Donc c'est vrai que les femmes avaient la priorité. Mais je pense que ça remonte à tellement longtemps, il faut le temps de se débarrasser des coutumes. Oui. Alors on va y œuvrer encore pendant toute cette heure avec vous, Sabine Melchior-Bonnet. On a plein de questions à vous poser. Ah là là, ce sujet nous passionne bien sûr. Le rire des femmes, une histoire de pouvoir. C'est paru au PUF. On va écouter Arnaud. Et puis, comme on dit, femme qui rit à moitié dans par Jupy. Je les aime tous comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu des pop stars frustrés. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. J'ai connu un rapper avec une chaîne en or. Il crie motherfucker, même quand tu dors. Tout le monde cherche la vérité. Ils chantent les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. C'est Arnaud, faites tourner, c'est du belge. Il est 17h23 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de l'historienne Sabine Melchior-Bonnet qui publie un ouvrage sur le rire des femmes. Et pour l'entourer, Juliette ? Eh bien, Constance et Walidia qui ont l'âge de l'amour, c'est-à-dire pas d'âge. Et celui, en revanche, qui connaît son âge, il a 40 ans. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Guillaume. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, jeune homme. Merci. Et pour fêter ça, on va faire un petit journal. Mais oui. Et vous voulez que moi je ferme ma gueule et que je reste chez moi? Le journal de presque 17h17. La réponse est oui. Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera de la fin du masque en extérieur. Oui, Charline, c'est la fin du masque. Oh là 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 là, Charline. Excusez-moi, c'est parce que l'Euro de foot a commencé. Ouais, d'accord. Enfin, on parlera aussi de l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon. Carton rouge, Charline, là, c'est pas normal. Ouais. Voilà. Et enfin, on parlera du meeting de Marlène Schiappa ce week-end. Aïe, 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 ah non, Marlène, oh, pas ça, pas après tout ce que t'as fait, Marlène. Ça va tellement long, cet Euro de football, mais tellement long. Allez. Pardon.
Et on commence par la politique. Oui, lors d'un rassemblement contre l'extrême droite, Jean-Luc Mélenchon a été enfariné. Et oui, car je vous le rappelle, la pâte feuilletée, c'est moi. Ça va pas mieux, vous, hein? Je compte les jours jusqu'aux vacances, Charline. Je dois l'avouer quand même aujourd'hui. D'ailleurs, François de Rugy a également été enfariné. François de Rugy, lui, c'était vendredi soir à Nantes. Il aurait déclaré « Je suis intolérant au gluten. Je mange pas de gluten. » Dans Le Point, Jean-Pierre Chevènement a déclaré « La dégradation du niveau du débat politique est consternante. » Ouais, c'est toujours sympa les déclarations posthumes comme ça. Quoi? Mais il est pas mort, Chevènement. Chevènement est pas mort? Ah non, je confonds avec François Bayrou. Mais bon, on enchaîne. Politique toujours. Anne Hidalgo et 21 élus de gauche soutiennent un référendum d'initiative partagée pour réformer l'hôpital. Ouais, ça c'est balèze. Ah bah oui, parce que l'hôpital est en danger. Non, c'est balèze qu'on ait pu trouver 21 élus de gauche. Moi, de tête, j'en ai 3 max. Passons à Marlène Schiappa plutôt. Okay, Marlène Schiappa, Elle a fait un meeting pour les régionales ce week-end. Oui, Charline, et on va pas se mentir, il y avait une belle ambiance. C'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, allez. Dans le parc floral se met à chanter. Allez debout. C'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Ça me fout les poils, les ambiances comme ça. Alors bon, évidemment, une ambiance de Maboule comme ça se prépare, hein, ça vient pas comme ça. C'est pourquoi Marlène avait envoyé un petit message à tous les militants juste avant. Et je vous mets un petit vocal parce qu'on aurait vraiment besoin d'avoir une super ambiance à ce meeting. Et donc, on a une grosse team ambiance à Paris qui va vraiment mettre le feu. On va chanter des chants de supporters, on va crier. Enfin, vraiment, l'idée, c'est qu'on puisse nous dire qu'on a un meeting avec une ambiance extraordinaire. Oui. On peut réécouter juste pour le plaisir quand même cette ambiance. C'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. C'est bon, c'est gênant, c'est très gênant. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Oui. Et on a une pensée pour le surmoi de Marlène Schiappa qui est porté disparu depuis plus de 30 ans. Il nous regarde de là-haut. Coronavirus à présent. Oui, Jérôme Salomon a annoncé que la fin du port du masque en extérieur aura lieu le 30 juin si tout se passe bien. D'accord. Comme par hasard, pile au moment où Bigard commence à gagner plein de pognon en vendant des masques. Alors ça, elle est forte celle-là. Vous regardez beaucoup trop ces vidéos là, non? Ça se voit ou pas? Non. Ouais. Allez, ce week-end en Belgique, la Belgique a gagné son match dans l'Euro de football. D'accord, et donc la France, elle n'a pas gagné. La honte. Non, mais Charline, la France, elle n'a pas joué encore. Elle joue demain. Oui, bien sûr. Toujours des excuses. Bon, allez. En Corée du Sud, une compétition a été organisée. Le but, ne rien faire. Et le vainqueur est celui qui y arrive le mieux. Alors, Charline? Quoi? Pas de réaction? Sur le fait d'avoir un futur champion là face à vous. On en a quand même un petit peu de respect. Il y a de l'entraînement. Je parlais évidemment de François Audouin, le réalisateur de l'émission que vous avez en face de vous. Merci Guillaume. Nous sommes avec l'historienne des sensibilités Sabine Melchior-Bonnet et on va aborder ce premier thème qui aurait pu être un chapitre supplémentaire à votre livre d'ailleurs. Les filles de la scène humoristique se mêlent de politique à présent. Certaines revendiquent même de faire des spectacles féministes. Et quand elles parlent de cul, on les trouve trash. Quant au public, sa perception du monde évolue et donc la réception des blagues par ce public change aussi. L'humour au féminin est une longue construction historique qui s'épanouit un peu plus aujourd'hui. On n'est pas au don camillon, on ne cherche pas à faire rire les comités d'entreprise. Ok, faut que ça sonne vrai. Tu vois, faut que ça vienne de toi. Je sais pas, parle d'histoires qui te sont arrivées ou parle-nous de ta vraie vie. Bah oui, mais ma vraie vie, elle est pas drôle. Ah si, bien sûr que si. Je sais pas, parle-nous de tes histoires de cul foireuses, je sais pas, de tes cheveux en bataille pour faire de gauche, comme si la coupe avait pas coûté 300 balles, tu vois. 2 secondes, on travaille là. Non, excuse-moi, c'est drôle, pardon. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais pas, tu vois, comment on fait quand on est connu, on rentre dans une pharmacie. Bonjour madame, je voudrais une crème anti-hémorroïde. Tu vois, il faut qu'il y ait de l'humiliation. Tu m'entends? L'humiliation, du senti, du vécu, c'est ça, le stand-up, ok? Je sais pas comment ça se passe quand tu dois embrasser un acteur qui fait 1m22 et nous, public, on doit croire qu'il fait une tête de plus que toi. Tu te mets à genoux pour lui rouler une pelle ou c'est lui qui monte sur un parpaing? C'est Muriel Robin et Sandrine Kiberlin dans la série 10%. Alors, une humoriste qui parle de sexualité sur scène, c'est une forme d'aboutissement à tout ce travail historique, toutes ces femmes qui ont tenté de faire rire malgré tout ou d'écrire en riant. Les humoristes qui parlent de sexualité sur scène sont vite qualifiés de trash. Un homme, vous le dites aussi, un homme sera plutôt dit grivois. Ça, c'est aussi encore l'héritage du rire des femmes ?
Oui, enfin, là, je pense que ce que les femmes ont, me semble-t-il, de bien, c'est qu'elles font beaucoup d'autodérision. Elles arrivent à se moquer d'elles-mêmes. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus sain parce que du coup, les critiques des masculines sont beaucoup moins efficaces. Oui. Alors oui, c'est évidemment un résultat de siècles où les femmes sont, encore une fois, ou des hystériques, ou des friponnes, ou des luronnes, enfin... Voilà, donc, Et d'ailleurs, certaines se moquaient déjà. Je vois dans une partie dans un chapitre dans votre livre qui est juste au début dans le XVIIe siècle en tout cas. Il y a beaucoup de femmes qui écrivent et qui osent des choses. Il y a un moment, une espèce de déclic où elles commencent à se moquer du mariage. À une femme qui vante sa vie conjugale, une autre répond « Je m'émerveille de cette épouse qui, compagne d'un seul homme, veut les défendre tous. » Oui, mais enfin, c'est une pièce de théâtre italienne. Mais en réalité, une des héroïnes, c'est une veuve. Et finalement, elle accepte de se remarier. Donc finalement, le mariage, elle a beau dire, elle a beau se moquer des maris, elle y retourne. C'est vrai qu'on est moins dans le combat. Il y a toujours, vous dites à ce moment-là, une issue optimiste au conflit, puisque les qualités et le mérite des femmes finiront bien par déteindre un petit peu sur leur mari. Donc il y a une forme de révolution douce. Oui. Il y a un autre extrait qui est pas mal aussi, c'est comme une blague en fait. Sans doute tiré aussi de cette même pièce, vous allez me dire, un mari est une lampe éteinte. Oui. Qui d'elle-même n'est bonne à rien, mais qui, lorsqu'on allume la mèche, peut rendre service à la maison. Oui, non, c'est dans le même... c'est un texte qui date du XVIe siècle, donc très ancien, italien. Et les Italiens sont toujours un peu en avance sur les Français, d'ailleurs, il faut bien reconnaître. Ouais. Et c'est une satire du mariage et du rôle des hommes. Enfin, et donc tout ça, c'est le substrat qui a permis aujourd'hui à Florence Foresti, Sylvie Joly... ça s'est fait en état d'étape. En fait, probablement, à mon avis, le moment le plus important, c'est par la chanson, finalement. Ah oui. C'est l'impression que j'ai eue en voyant au 19e siècle, dans les cafés-concerts, il y a des femmes qui chantent et qui se moquent, avec des textes généralement écrits par des hommes, donc c'est pas encore leur propre sentiment, mais elles sont très drôles dans leurs gestes, dans leurs chants, et petit à petit, c'est devenu sur la scène. Et là, ça commence à se développer, et on arrive jusqu'à ensuite, il y a eu des comédiennes au théâtre qui étaient très drôles, comme il y en a beaucoup. Jusqu'à Jacqueline Maillan, qui est une espèce d'icône aussi, bien qu'elle ne revendique pas d'être féministe. On va écouter tout à l'heure l'une des héritières, Constance, mais avant cela, donnons quand même la parole à un homme. Engagé, politique, sans concession. C'est moi, Lydia. Comment se portent mes petits fêtards islamo-enfarineurs hystérico-médiévistes préférés? C'est moi ou la population française est légèrement sous tension en ce moment? Normalement, à la fin de l'année scolaire, t'es relax, tu viens en cours avec un Monopoly et des chips. Mais là, partout, ça se balance de la farine à la gueule comme dans un bizutage d'école de commerce. Fallait s'y attendre avec les kilos qu'on a stockés pendant le confinement, fallait bien en faire quelque chose. Les policiers s'engueulent même sur le marché. Là, il y a Ruffin et Dupond-Moretti qui nous ont refait une Astérix. Ils rejouent le poissonnier et le forgeron. En même temps, je comprends l'état de nerfs général parce qu'on est dans une période post-déclaration d'impôts. Quand tu sais que ça contribue en partie à nourrir Marlène Schiappa et Jean-Michel Blanquer, il y a moyen que t'aies les veines qui gonflent. Et le point culminant de tout ça, c'est le chef suprême qui se prend une mandale du bout des doigts par un druide radicalisé. Alors, qu'on soit bien clair, je vais faire un truc que je fais jamais, je vais ralentir pour que vous compreniez bien. Ah oui. Je ne cautionne aucun acte de violence. Mais... on est quand même là pour rigoler. Donc, si on place d'un point de vue strictement technique, la petite giflette, là, franchement... Tu sais que tu vas manger du ferme, va au bout du projet, mais il y a un peu de panache, tu vois. Je veux dire, ce qui fait la sanction, c'est pas la nature du geste, c'est sa qualité, tu vois. Donc foutu pour foutu, tu lui mets une trahade de l'enfer. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Jacouille la fripouille, avec son soufflet de marquis asthmatique, là, qui t'a loupé la sortie du film Kaamelott que t'attends depuis 27 ans, fait le boulot correctement. C'est-à-dire, faut partir doigt écarté, de manière à répartir l'impact, que je ne cautionne en aucune manière, je rappelle. Ensuite, appliquer une petite rotation des épaules pour récupérer l'inertie générée par le pivot de la hanche. Violence à laquelle je m'oppose avec véhémence, toujours. Ensuite, engager la main plus franchement afin d'englober la surface qui va du menton jusqu'à l'oreille. Encore une fois, agression contre laquelle je m'inscris en faux. Et là, finition du geste sur la tempe, résultat oreille qui siffle, tête qui tourne, des larmes, de la morve. Et t'es pas à l'abri de lui faire crier Brigitte. Non, le geste bien exécuté, tu lui fais tomber le cheveu qu'il a sur la langue et il se dit que les retraites, finalement, c'est bien si on n'y touche pas. Bon, après, faut assumer la mêlée avec le service de sécurité, évidemment, parce que c'est des gens, ils ont quand même une formation de pliage de corps. Ils font pas des arrestations, ils font de l'origami. Le ménestrel, à la fin, tu pouvais le mettre dans une enveloppe et l'envoyer en prison par la poste. C'est les femmes battues qui doivent l'avoir mauvaise. Elles aimeraient bien profiter de cette rapidité d'exécution de la justice. Juste un peu plus de
réactivité, quoi. Juste prenez les plaintes déjà. Hein. Parce que le royaliste gifleur, lui, il dort en cellule. Hein. J'imagine que son scénario de retour à la royauté, ça se terminait pas au cachot. Hein, parce que d'ailleurs, dans le royaume fantasmé, il s'imagine toujours en archiduc de mes noix de cajou sur le plan de travail. Hein. Alors que pour eux, ça aurait plutôt été le servage, le droit de cuissage, ramper dans le purin pour espérer pouvoir payer la dîme, la gabelle, la taille, le sel, enfin ce qu'on appelle la CSG maintenant. Tout ça si t'es pas mort du typhus avec ta femme et tes gosses à l'âge de 17 ans. Dans notre malheur, heureusement que l'agresseur s'appelait Damien Tarel. Hein, parce que si ça avait été Abdelkrim Ben Tarek, dans la foulée, le gouvernement il aurait ordonné un confinement des mains dans les poches jusqu'en 2022, avec en prime un débat national comment finir avec le djihad islamo-gaucho métacarpien. Enfin, laisse tomber. Mais bon, visiblement, pour nos chers dirigeants, la violence de l'extrême droite, c'est rangé entre les licones et le Père Noël, c'est une légende. Hein. Pour eux, le gifleur, c'est pas un mec qui s'est radicalisé entre 2 pages de Mein Kampf et 3 forums nationalistes. Non, non, c'est quelqu'un d'un peu curieux, un peu geek, un peu poète, parfois un peu impulsif, mais au fond... N'est-ce pas là un jeune qui se cherche un peu finalement, hein? Fait plutôt inattendu, c'est Darmanin qui s'est le plus chauffé avec le RN cette semaine, en déclarant que leur victoire au régional serait une marque satanique. C'est le dernier que j'attendais là-dessus, moi, personnellement. Là, je compte plus sur lui pour me trouver un appart que pour lutter contre les fachos. Parce que lui, un coup, il trouve que Marine Le Pen est trop molle, hein, et un coup, c'est le chétan. Dire, mais si tu trouves le diable trop mou, tu peux me rappeler c'est quoi tes ambitions exactement? Parce que tu me diras la PMA pour tout est passée, donc c'est peut-être ça qui l'énerve, tu vois. Même si la légalisation de la PMA, c'est pas par progressisme, hein, c'est clairement parce qu'on a besoin que ça ponde. Je me dis oui, là on a tellement besoin de naissance, la PMA c'est bon, la GPA ça va pas tarder, même s'il y a moyen de faire des gosses déshydratés que tu fais chez toi en rajoutant de l'eau, ça va passer. Enfin bref, plus ça va, plus on se rend compte que la politique c'est comme quand tu traverses la rue, si tu t'obstines à regarder qu'à l'extrême gauche, tu vois pas ce qui arrive de l'extrême droite et vice versa. Walidia, merci Wally. On rappelle, frapper, c'est mal. Hein. C'est vraiment très très mal. Ah bon? Ah oui, oui, d'accord. Même si c'est bien fait. Merci Wally. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every bottle from New York to LA. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Jump back, Jack, you might be next if you try to cut mama's cake. What the deal, Daddy? And ask her what the deal is. This is what she said. What she really needs to get back to the truth before we go astray. Ask her what the deal is. This is what she'll say. Born to die. If you ain't living right, you're surely born to die. Look out, get you. So high, so high. They said nothing good happens after midnight. You get you so high. Prince, Born to Die. Vous écoutez Par Jupiter sur France Inter. L'historienne Sabine Melchior-Bonnet nous accompagne. Elle publie Le rire des femmes aux presses universitaires de France. Une histoire de pouvoir, car le rire a toujours été la prérogative des hommes. Les femmes devaient se cacher pour rire. Historiquement, c'est ce que vous nous expliquez. Pourtant, chère Sabine, les hommes ont besoin du rire féminin pour valoriser leurs blagues. Voilà. N'est-ce pas, Lydia? N'est-ce pas? Bonsoir. N'est-ce pas, Guy Meurice? Oui, après, bon, on force personne non plus. Hein, c'est une séduction aussi. Ils ont besoin d'un public qui soit
qui soit à la hauteur. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt à faire rire les femmes. Elles lâchent leur défense quand elles rient. D'ailleurs, dès qu'une femme qui rit, dans ton lit. Enfin, à moitié. Voilà. Non, mais c'est important comme précision. C'est-à-dire qu'elle devait, à une époque où le poids de la religion et de l'aristocratie sont très forts et où elles doivent se cacher pour rire et ne pas rire trop fort, il faut quand même s'amuser. C'est pas seulement la religion, c'est les proverbes. Déjà, les proverbes les plus anciens qu'on ait, où déjà on dit aux femmes, femme qui rit passera pas la nuit. Enfin, non, j'exagère un peu, passera pas le jour. Donc il faut rire mais discrètement. Il faut rire entre elles, mais pas dans la mixité. Ah oui, d'accord. Eh bien, Guillaume Meurice, faites-nous rire. Ça fout la pression d'un coup, là. Une question comme ça juste avant. Non, alors je vais vous raconter mon week-end. J'étais à Aix-en-Provence, région PACA. Ce week-end, et il se passe des choses politiquement très intéressantes, puisqu'à une semaine du premier tour des régionales, la bataille fait rage entre Thierry Mariani et Renaud Muselier, le choc des titans, comme on pourrait dire, le clash des seigneurs. À mon avis, Platon, quand il a écrit La République, il s'imaginait pas ça du tout, le gars. Sinon, il aurait écrit Oui, chez les cigales. Donc, Thierry Mariani, ancien de l'UMP qui a rejoint l'extrême droite, mais qui n'est pas raciste, puisqu'il a un très bon ami syrien qui s'appelle Bachar el-Assad. Et Renaud Muselier, un ancien de l'UMP qui fait alliance avec LREM, mais qui a toujours été quand même très axé sur le social, puisque c'est lui qui a changé les couches de Jean-Claude Gaudin pendant les 30 dernières années, je le rappelle. Bon, alors, pour vous y retrouver dans tout ça, parce que c'est un petit peu complexe, je suis allé interroger des habitants. Allez, c'est parti. Il y a beaucoup de listes, il faut se repérer un petit peu. Un peu le bazar. Non, mais j'étudierai la question. Ouais. Je lis les textes, je regarde si c'est écrit en bon français. S'il y a des fautes d'orthographe, par exemple, dans le programme, vous votez pas pour eux. Voilà. Et dès que je vois de l'écriture inclusive, je dis on massacre la langue, je vote pas pour eux. Alors déjà, ça, c'est une très très bonne manière de faire. Je trouve, c'est vrai que l'écriture inclusive est un péril qui nous guette. On le dit chaque jour dans cette émission. Je rappelle qu'à chaque fois que notre pays a été attaqué, c'était à cause de ça. Les nazis nous bombardaient quand même sans arrêt à coups de poings médians sur la gueule. Goebbels, fou d'adjectifs épicènes, Goebbels, on le sait trop peu. En attendant, on en profite, on est encore en démocratie, on est bien détendu, comme ce monsieur qui avait un très très beau t-shirt, un t-shirt CNews. Il vous plaît ? Moi, c'est ma meilleure télé. J'adore tous les gens de CNews. Vous êtes un fan absolu de CNews ? Oui, ça change, non ? Alors, parce que j'ai une tête à regarder et écouter France Inter. Ça, je sais pas. Vous avez les contrôles aux faciès, c'est plutôt un truc qui est défendu sur CNews, justement. Mais il n'avait pas une tête de prof à la retraite, ni d'une étudiante en sociaux, c'est vrai, mais plutôt d'un mec qui regarde CNews. Pourquoi ? On peut entendre Zemmour et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, je vous demande pas pour qui vous votez, déjà, parce que ça me regarde pas. Vous avez un doute ? Non, j'avais pas. Non, mais faut que je sois honnête, j'avais pas de doute. On va pas se mentir, il était moins Luis Mariano que Thierry Mariani. Pourquoi ? Non, j'aime bien Mariani. Qu'est-ce qu'il propose pour la région, Mariani ? Moi, de toute façon, je vote pour Mariani, j'ai une idée fixe. Oui, mais alors, ça répond pas à ma question, ça. Mais non, mais moi, c'est ma réponse, vous en faites ce que vous voulez. Mais au niveau du projet, qu'est-ce qui vous plaît chez Thierry Mariani ? Mais j'en ai rien à foutre, mais moi, Mariani, le bonhomme me plaît, ça me suffit. Vous avez pas lu le programme de Mariani ? Non, j'en ai rien à foutre du programme de Mariani, je vote Mariani, les yeux fermés. Alors ça, voilà, je dirais que c'est une manière de voir les choses, enfin de ne pas voir les choses, techniquement. Alors, ceci dit, c'est vrai que c'est compliqué avec Mariani parce qu'il fait campagne sur des thèmes qui ne sont pas de la compétence des régions, comme par exemple l'immigration, ou l'immigration, ou les dangers de l'immigration. Voilà, alors c'est pas simple. Alors ceci dit, j'ai rencontré quelqu'un qui tractait pour lui. Oui, bien sûr. Hier, il était sur le site des éoliennes implantées dans le site protégé de la Sainte-Victoire. Mais ça, est-ce que c'est dans les compétences de la région ? Alors, c'est effectivement une compétence de l'État. Voilà, merci. On passe à la suite. Moi, je suis pas journaliste, mais si tous les journalistes, ils interrogeaient les candidats uniquement sur les enjeux des régionales, les interviews, elles duraient 20 secondes à chaque fois. Jordan Bardella, bonjour. Oui, bonjour, l'islam en France. Jordan Bardella, au revoir. En attendant, on continue avec le programme de Mariani. De façon générale, j'aime assez ce qu'il dit. Une suppression des subventions aux associations qui ne veulent rien dire. Quel genre alors ? Les associations de défense des droits de l'homme, de défense des minorités, les associations LGBT. Et les clubs de pétanque aussi, alors des choses comme ça, ils sont minoritaires aussi. Mais écoutez, je vous répondais qu'il y a, à mes yeux, des minorités et minorités. Voilà, il y a la bonne et la mauvaise minorité. Ça, c'est vraiment technique, c'est comme la pétanque. Quand ça tire sur des réfugiés, ça va. Quand ça pointe un manque d'humanisme, ça va pas. Précisons
Je suis contre les minorités agissantes. Alors ça, c'est quoi? C'est le club de pétanque? Mais non. Ah non, c'est les autres. Les clubs de pétanque jouent à la pétanque entre eux et n'en kikinent personne. Mais les associations qui militent pour les droits de l'homme, est-ce qu'elles vous en kikinent? Et ça ne me plaît pas. Voilà, non, alors c'est vrai que c'est pénible quand même de sauver des humains comme ça. Moi aussi, je trouve qu'il y a un truc qui est dérangeant là-dedans. Il y a un humain, il faut le dire, qui est en danger en région PACA, c'est Renaud Muselier. Voilà, et il est vraiment, il faut faire quelque chose pour lui. Et il y a des gens qui tractent pour lui et pour son alliance, et ils le font très discrètement. C'est compliqué. Moi, j'ai la conviction, il faut avoir la conviction. Les gens sont plutôt aimables. Ouais. Voilà, après, comme pour tout, il y a des gens moins aimables. Vous l'avez pas promis en avant quand même que c'était la République en marche. Ah si, moi je dis majorité présidentielle parce que c'est en petit tout en bas. Voilà, oui, voilà. Oui, ouais, il y a pas la photo de Macron avec les candidats comme il faisait à l'époque quand il faisait croire qu'il était Jean Moulin, alors que voilà, depuis qu'il est devenu l'escabeau de Le Pen, c'est compliqué. Alors vous allez me dire, oui, d'accord Guillaume, mais la gauche dans tout ça. Mais c'est parce que vous m'avez pas bien écouté. J'étais en région PACA. Je vous le rappelle. Et ben voilà. Le dernier électeur de gauche, il a été vu en 1973. Et encore, il paraît que c'est une légende qu'on raconte le soir pour faire peur aux enfants. Comme les loups qui, comme disait presque Reggiani, sont entrés en PACA. Guillaume Meurice, mais quel terrain de jeu, la PACA, vous devriez y aller plus souvent. Hein. Je devrais rester là-bas. Ça donne envie d'y habiter. Ça donne vraiment très très envie, en effet. Louer un petit 2 pièces là-bas. Formidable. Allez, 17h44 sur France Inter, nous poursuivons notre discussion avec l'historienne Sabine Melchior-Bonnet qui publie Le rire des femmes. Et parlons de l'écriture inclusive. Ah, ben voilà. Et oui, qui nous a valu la Deuxième Guerre mondiale. Donc si on entend Guillaume. L'écriture inclusive donc gagne du terrain jusque dans certains actes administratifs. Tout dépend de la commune, bien sûr. À Périgueux, par exemple, le règlement intérieur de la commune et son magazine sont rédigés en écriture inclusive. L'affaire se retrouve donc devant le tribunal administratif de Bordeaux. Requête rejetée. Bon, l'écriture inclusive trouvera toujours de toute façon à s'épanouir dans le milieu culturel. Là, par exemple, je suis sur un texte, ça s'appelle égalité.e.s. Bon, c'est un peu plus long dans les phrases, mais c'est quand même plus simple pour les rimes parce que tout finit par .e.s. On s'était embrouillé, .e.es. J'ai dit que j'étais désolé, .e.es. Je voulais faire un gâteau pour me racheter, .e.es. J'ai ouvert le frigo, il n'y a plus d'eux, c'est la Hesse. La Hesse, du lait, farine. Bertrand Huskla, bien sûr, dans sa broute sur Canal+. Alors, vous nous avez proposé ce sujet parce que vous dites il se dit beaucoup de bêtises historiques sur l'écriture inclusive. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on a justifié l'écriture inclusive par le fait qu'au Moyen-Âge, il y avait des femmes qui travaillaient et on leur donnait des noms particuliers. Par exemple, il y avait des jurées maîtresses, des maîtresses jurées. Bon, c'était quelque chose d'inattendu. Il y avait il y avait dans certains métiers, on avait trouvé des noms de femmes plutôt que des noms d'hommes. Mais c'est très limité et pour autant, on n'a pas gardé toute la langue du Moyen-Âge. Hein, donc je trouve ça inutile et de temps en temps, ça fait des résultats très bizarres. Je sais pas, par exemple, si au lieu quand il y a des femmes pompiers, si on dit des pompières, c'est pas très joli. Enfin, il y a comme ça. J'ai essayé une sage-femme. Ouais. Pourtant, la langue française permet ça. Elle est assez malléable et inventive que pour féminiser. Oui, mais enfin, moi, j'aime pas qu'on m'appelle une autrice. Et une auteure. Une auteure, ça me va très bien, mais en fait, c'est pas... mais donc c'est une affaire de joliesse, d'esthétique, finalement. C'est beaucoup dans la sonorité, c'est beaucoup dans ce qu'on a pu lire. Je veux dire, essayer de lire un roman du XVIIe siècle avec une écriture inclusive, ça vous... Mais là, il n'est pas question de ça du tout, c'est des textes administratifs. Alors, les textes administratifs, bon, là, j'y vois pas d'inconvénient, parce que si c'est plus précis, peut-être. Et encore une fois, je trouve que la référence au Moyen-Âge me paraît pas une très bonne référence. Ça existe dans certains métiers. On sait que, par exemple, les femmes qui font de la soie, enfin qui travaillent la soie, elles ont un nom à elles qui n'est pas le même que celui des hommes. Enfin, c'est la justification qui est mauvaise. Voilà. Mais le but, s'il est administratif et inclusif, c'est-à-dire non sexiste. Peut-être que ça précise, mais par exemple, les droits de l'homme dont vous parliez tout à l'heure. On peut dire les droits de l'humain, par exemple. Les droits humains, on est vrai qu'on dit. Mais les droits humains, vous trouvez ça je vous les trouve, moi, les solutions. Hein. Vous trouvez que ça fait sérieux? Parce que les droits humains, vous trouvez que ça fait pas sérieux? Le droit des personnes, à la rigueur. Si vous voulez, il y a des mots en français, il y a des mots neutres comme ça. Humain, c'est un mot justement neutre. Oui, mais... Parce que l'écriture inclusive, c'est ça aussi. Tu vas pas faire chier, Guillaume, d'accord? Merci de venir à mon secours. Sabine Melchior-Bonnet, oui, il y a un critère esthétique chez vous. Un critère esthétique et du plaisir, auquel vous tenez. De lire, de ne pas avoir à chercher le point, le tiret. Mais laissez-lui le droit de faire comme elle veut. Ah, voilà. Chacun fait comme il veut. Là, c'est même l'inverse. Constance, à propos de rire des femmes,
Ah bah c'est à vous, hein. Ah là 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 là, mes amis, quel plaisir de vous retrouver. Je n'ai jamais été aussi heureuse de vous boire. Un peu plus je disparaissais à jamais. Vous savez à quel point j'aime travailler en profondeur mes sujets. Je m'investis à fond, mais ça n'est pas facile tous les jours. Pour la journée mondiale des eaux humides, j'ai regardé tous les concerts de rock voisine et j'ai cramé mes stocks de culottes. Pour la journée mondiale de la surpêche, j'ai pris beaucoup de vitamines. Et pour la journée mondiale de la chasse d'eau, j'ai essayé d'attraper des canards. Mais hier, ce fut de loin ma mission la plus difficile. Car hier, c'était la journée mondiale de la sensibilisation à l'albinisme. Et non seulement j'ai le vertige, mais en plus, en haut de la montagne, j'ai attrapé froid. L'albinisme est un sport extrêmement dangereux. Excusez-moi de vous interrompre, Constance. Oui. Toute votre chronique va reposer sur le quiproquo minable de confondre albinisme et alpinisme avec un effet nez bouché nul. Non, vous arrêtez. Avec cet effet nez bouché nul, Constance, personne, même très enrhumé, ne parle comme ça dans la vraie vie. Les auditeurs de France Inter méritent un petit peu de respect. Surtout en ce moment, il y a des tutos qui circulent sur le net pour expliquer comment tuer un gauchiste en lui faisant passer la cervelle par l'anus à l'aide d'une cuillère à sucre en moins de 5 minutes. Ils ressortent Mein Kampf en essayant de nous faire croire que c'est quasi un bouquin de développement personnel à lire au bord de la piscine cet été en se faisant bronzer le périnée. Les extrémistes de tous bords sont en train de se monter la tête chacun dans leur coin pour essayer de nous faire croire qu'on se déteste tous viscéralement et que la meilleure solution pour enfin bien réussir à vivre les uns avec les autres, c'est d'acheter un bon lance-flamme. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Constance? Vous essayez de nous aider au milieu du champ de bataille, hein? Vous pensez que ça va nous aider quand vous vous adressez aux auditeurs avec une voix de personnage de dessin animé des années 90? Pourquoi vous faites ça? Je trouvais ça rigolo, en fait. La blague albinisme, c'est rigolo, ça? Oui. Et puis j'avais une super chute, c'était pour la journée mondiale de la résine. J'ai invité ma tante Résine avec un cheveu sur la langue. Non. C'est non. Parce que c'est mes impôts qui vous rémunèrent, Constance. Donc je vous pose la question gentiment. Mais croyez-moi, derrière ce sourire, il y a de la haine pure. À quoi est-ce que vous servez? Disons que j'essaye un peu de faire oublier le poids du quotidien aux gens. Je tente de les faire rire pour qu'ils s'extirpent quelques minutes de la folie absurde et brutale de ce monde, qu'ils puissent prendre du recul par rapport à leurs angoisses, leur colère, leur déception, leur chagrin. J'essaie de dédramatiser le fait qu'on va tous mourir et que peu importe les efforts qu'on va faire pour laisser des traces sur notre passage sur cette terre, parce qu'en fait, dans 2 générations, on sera totalement oublié, parce qu'on est insignifiant, on n'est rien, on ne fait que s'agiter en attendant de disparaître. Et rire nous met face à nos failles. Et peut-être que si on accepte d'être faillible et mortel, on se prendra un peu moins au sérieux et on se sentira moins obligé d'écraser les autres pour exister. Attendez. Parce que je suis un peu perdue là. Vous êtes en train d'essayer de me faire croire que derrière votre blague albinisme, vous touchez la question même de la quête du sens d'existence? Mais oui, parce que rire, c'est exister, c'est la preuve qu'on est vivant. Parce que par exemple, peut-être qu'au début de ma chronique, il y a des alpinistes albinos qui écoutaient France Inter et ils se sont dit « Oh, qu'est-ce qu'elle est drôle. Elle a fait la blague du nez bouché albinisme. Passe-moi un petit peu de vodka, Michel, et remets-moi une chronique de Constance pendant que tu m'amputes de tous les orteils. » En fait, vous êtes en train d'essayer d'intellectualiser le fait que vous ayez un humour de merde. Oui. Et il n'y a pas de chute à cette chronique. Non, il vaut mieux pas, c'est une chronique sur l'alpinisme. J'en étais sûre. Ok. Donc si vous me cherchez, je suis à bord de la piscine, je suis en train de lire Mein Kampf. Constance, il y a presque un essai sur le rire dans sa chronique, n'est-ce pas, Sabine? Mais complètement. Merci beaucoup, Constance. Merci. Comme elle a justifié le truc, c'est ouf. Juliette, après avoir constaté les effets positifs de la kétamine, à petite dose, bien sûr, sur des sujets dépressifs, des scientifiques ont essayé la même chose, mais avec le gaz hilarant, et ça a fonctionné plutôt bien. Intuitivement et depuis longtemps, la médecine suppose que le rire et la bonne santé ont un lien. Maintenant, c'est prouvé. Alors oui, c'est peut-être le propre de l'homme de rire, tout ça, mais le vrai bénéfice, il est ailleurs. C'est pas pour
C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. C'est bon, bon. Ah oui, on en est là, donc. Voilà, oui, on s'était dit que ça nous paraissait cohérent, c'était très bien connu, c'était la compagnie créole. On vous a proposé ce sujet sur le gaz hilarant, parce que donc vous avez un livre sur le rire. Et je préfère un petit verre de vin rouge. Hein. On est d'accord. Oui, mais pour le coup, ça marche. C'est-à-dire, ils ont fait des essais, ils testent 1 heure de gaz hilarant à petite dose, et pendant la journée entière, les résultats sur les dépressifs sont tout à fait réels. Vous, évidemment, dans votre livre, vous parlez du rire qui est nécessaire et qu'on ne peut pas empêcher. Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de le forcer d'une certaine manière avec des choses comme le gaz hilarant ? Sûrement pas. Je trouve qu'on doit trouver en soi de quoi rire. Moi, je ris même toute seule. Hein. Peut-être même que suis-je folle, mais je ris toute seule en me racontant des histoires. J'en ai plein à vous raconter. C'est pas le moment. Oui, mais quelqu'un qui me dit... vous étiez si jolie, je vous aurais pas reconnu. Ça me fait rire. Ou d'autres choses, ou bien à un mariage, on voit un homme et une femme, il a plus de goût qu'elle. Enfin, j'aime beaucoup les trucs qu'on trouve au 2e ou au 3e degré. Voilà. Bon, alors moi, je ris toute seule. Bon, très bien. Sans gaz hilarant. Dans votre livre, vous parlez, vous dites que les médecins, dans les siècles précédents, souvent, ils s'accordaient à trouver des vertus thérapeutiques au rire, mais surtout pour les femmes et les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce... On a toujours pensé que les femmes et les enfants riaient beaucoup plus que les hommes, hein, parce que pour des raisons humeur au sens de l'époque, c'est-à-dire le sang, la bile, enfin tout ce qui est... Et que les femmes, d'une part, avaient des os plus mous que les hommes, comme les enfants, et que donc elles étaient plus aptes à rire, et que leur humeur était plus lunatique, plus changeante, donc leur cerveau n'était pas embarrassé par trop de culture, trop d'intellect, donc elles riaient plus facilement. Je suis peut-être un exemple. 40 ans de Collège de France, quand même, viennent de nous sortir cette phrase. Et grâce à vous, j'ai découvert justement que même une intellectuelle comme Virginia Woolf, elle a eu un article hyper célèbre que vous citez qui s'appelle The Value of Laughter, c'est-à-dire la valeur du rire. Mais je ne sais pas si c'est hyper célèbre. Moi, je dois dire, j'ai lu à peu près tous les romans, mais ça, je l'ai trouvé. Cet article-là, oui, non, mais sur Internet, absolument par hasard. Mais c'est passionnant. Et elle a que 20 ans quand elle écrit, 21 ans. Et vous, c'est pas, on n'associe pas à Virginia Woolf le rire. Alors, et elle dit que l'écriture féminine contient forcément du rire, et vous parlez du côté microscopique. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle dévalue ou elle revalue complètement. Plus on a l'air d'un monsieur important, et plus on est risible, moins on est. Et elle pense que les femmes ont été toujours cantonnées à des petits problèmes de savoir si on mangera des pruneaux ou des poires. Et elle dit, c'est peut-être là, au fond, la vérité de la vie, c'est dans ces petites choses quotidiennes, et c'est pas dans son excellence... Et elle dit ça avec courage. Enfin, dans son roman Une chambre à soi, c'est vraiment comme ça qu'elle part, de ça qu'elle part. Et d'ailleurs, c'est plein de références justement littéraires dans votre livre qui nous permettent de voyager à travers l'histoire et l'histoire de la littérature et donc du rire. Juliette, un petit questionnaire de Parjupy-Proust pour sa vie ? Allez, c'est parti. Sur l'échelle de la femme la plus drôle qui va de 0 à 10, 10 étant Florence Foresti, 0 étant Bruno Le Maire. Bon, déjà, premièrement, parce que c'est un homme et puis que sa qualité à lui, c'est surtout sa plume de romancier. À combien est-ce que vous vous situez ? Si vous riez toute seule, déjà, vous êtes à plus de 5. Non, mais ce que je crois, c'est que 2 personnes qui rient ensemble ne peuvent pas se battre. Donc, elles sont forcément amies. Donc, je crois beaucoup au rire comme étant un lien avec les autres. Bon, d'ailleurs, vous en êtes une preuve. Mais on se bat quand même, nous, mais pour le plaisir. Vous avez écrit, entre autres, sur la religion, l'adultère et le rire. De quoi, duquel des trois ne pourriez-vous pas vous passer ? J'ai écrit sur la religion. L'adultère et le rire. La religion, je ne vois pas ce que j'ai écrit, mais en tout cas, c'est ce que je choisirais. D'accord. Vous avez également écrit, entre autres, sur les mamans, le mariage et le miroir. Qui de ces trois-là a fait le plus de mal à l'humanité ? Le miroir. Oui, je suis d'accord. Pour quelle faute d'humour avez-vous le plus d'indulgence ? Trop de jeux de mots, les gens qui ratent leur chute ou les gens qui prétendent être incapables de faire des blagues racistes, misogynes et homophobes vu que leur meilleure amie est une femme noire lesbienne ? Le second, là, je sais plus comment... Les gens qui ratent leur chute. Les gens qui ratent leur chute. Vous avez bien raison. Une dernière ? C'est le moment terrible du dilemme abominable. Sabine, Melchior, Bonnet, vous devez choisir. Soit ne plus jamais rire, soit ne plus jamais écrire. Je me tue tout de suite.
Voilà. Ah bah, bravo Juliette, merci. L'émission était super, on a ri, on a fait l'ambiance l'autre. Et donc vous avez compris, il n'est pas inconvenant de rire, même au micro, rire à gorge déployée. Et le rire a une histoire et surtout le rire des femmes. Donc Juliette et moi on vous conseille vraiment chaleureusement cet ouvrage de Sabine Melchior Bonnet, Le rire des femmes, une histoire de pouvoir, paru au PUF, aux presses universitaires de France. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Ça a passé très vite. Mais oui, trop vite. Mais on peut nous réécouter en podcast. Merci Wally, Constance, merci Guillaume. Je vous dis à demain. Nous recevrons le chroniqueur foot Julien Cazard, accessoirement auteur du fameux sketch qui a valu à Sébastien Toen d'être viré de Canal+. Voilà ce que France Inter, en son sein, à qui France Inter donne la parole. Mais c'est juste honteux. Donc Laurence Bloch, qui est directrice de France Inter, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Écoutez demain. Si Arthur, pompier, quitte son domicile à la hâte et oublie ses clés, il sait qu'il peut compter sur GMF, qui inclut l'assistance serrurerie 24h/24 dans son assurance habitation. GMF, premier assureur des agents du service public. Conditions de l'offre et du contrat Domopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Quand Nathalie a pris le forfait mobile Orange 70 Go à 9,99 €, elle a Profitez de ces gigas à fond. Pour Bruno, c'est fou esprit. Et tout en profitant De la qualité du réseau Orange. un bon plan comme ça, ça se partage. Mais Relax. il y en aura pour tout le monde. Des gigas à gogo avec le forfait Orange 70 Go pour 9,99 € par mois pendant 1 an, puis 34,99 €. Orange. Valable jusqu'au 8 juillet, réservé aux nouveaux clients. Pendant 12 mois, 15 € remboursés et 10 € de remise immédiate. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. 1999, Honda produit son premier modèle hybride. 2021, la gamme Honda Hybride est disponible immédiatement à partir de 199 € par mois avec garantie